Ma fille cadette m'a giflé et m'a traité d'ex-mari de maman et a appelé son nouveau mari son vrai père. Si cette histoire touche votre cœur, si vous reconnaissez quelque chose de vous ou de votre famille dans ces lignes, laissez un like et partagez vos expériences dans les commentaires. Chaque histoire de famille est unique, mais la douleur et l'amour d'un parent sont universels. Votre réaction m'importe autant que chaque sacrifice fait par amour. Je suis Pierre Dubois, j'ai 63 ans, et jusqu'à il y a 4 mois, je pensais connaître le sens du mot « famille ». Je croyais que 27 années de sacrifice, de présence constante et d'amour inconditionnel comptaient pour quelque chose. Je pensais qu'être père signifiait plus que signer des chèques. Je me trompais. Le matin du 18 juin, la veille du mariage de Camille, ma fille cadette, je me suis levé à 5 heures comme toujours. Dans mon petit appartement du 11e arrondissement, entouré des quelques affaires que j'avais emportées après le divorce il y a 10 ans, j'ai préparé le café dans la vieille cafetière italienne qui appartenait à ma mère. L'arôme du café corsé se mêlait au son des premières cloches de Saint-Ambroise, créant cette bande sonore matinale qui m'accompagne depuis que j'ai quitté l'appartement haussmannien du 16e. J'ai regardé la lettre que j'avais écrite pour Camille la veille au soir. Cette page manuscrite avec le stylo plume que ma femme. Mon ex-femme Sylvie m'avait offert quand j'avais ouvert mon premier garage il y a 33 ans. Sur ces pages, j'avais rassemblé 27 années de souvenirs, les premiers pas, le premier mot, papa, les balades à vélo dans le bois de Boulogne, les soirées passées à faire les devoirs ensemble, les chagrins consolés, les rêves partagés. Je me souviens quand Camille avait 9 ans et que je travaillais 15 heures par jour dans le garage pour maintenir le train de vie que Sylvie exigeait. Un soir, en rentrant vers minuit, je l'ai trouvée endormie sur le canapé du salon, avec un dessin à la main. C'était un dessin de nous deux, moi en bleu de travail, elle en robe rose, et au-dessus elle avait écrit « Mon papa est le plus fort du monde ». Ce soir-là, j'ai pleuré. Je ne savais pas que ce serait l'une des dernières fois qu'elle me verrait comme un héros. Le cadeau que j'avais choisi pour le mariage était simple, un bracelet en or blanc avec une petite clé, le même symbole que j'avais offert à sa mère le jour de notre mariage, il y a 30 ans. La clé représentait l'accès à mon cœur, une promesse qu'elle resterait toujours ma petite fille, quoi qu'il arrive. Vers 18 heures, je suis parti pour le château de Vincennes, où devait se dérouler la cérémonie. J'ai conduit ma vieille Mercedes de 2001, celle que j'utilise encore aujourd'hui car malgré ses 280 000 km, elle ne m'a jamais trahi. Comme j'aurais aimé pouvoir dire la même chose des personnes que j'ai aimées. Le salon était magnifique. Lustre en cristal qui reflétait la lumière dorée du coucher de soleil sur les jardins, table décorée d'hortensias blancs et roses, le parfum de jasmin qui arrivait des jardins du château. Tout était parfait, tout était cher. Et je savais exactement à quel point c'était cher, car j'avais signé chaque chèque. J'ai vu Camille qui parlait avec ses amis près de la grande terrasse donnant sur les jardins à la française. Elle portait une robe de soirée bleu marine, les cheveux relevés en chignon élégant qui la faisaient paraître plus femme que jamais. Pendant un moment, j'ai revu la petite fille qui m'attendait à la fenêtre quand je rentrais du travail. Camille, j'ai appelé, en m'approchant avec le paquet cadeau et la lettre à la main. Elle s'est tournée vers moi avec une expression que je n'ai pas tout de suite reconnue. Ce n'était pas de la froideur, ce n'était même pas de l'indifférence. C'était quelque chose de plus subtil et de plus féroce, c'était l'effacement. Elle me regardait comme on regarde un étranger qui a osé interrompre une conversation importante. « Qu'est-ce que tu fais là » m'a-t-elle demandé, d'un ton qui m'a glacé le sang. « Comment ça, qu'est-ce que je fais là ?»« Je suis ton père, Camille. Demain tu te maries. » Elle a regardé ses amis, puis a fait un sourire que je ne lui avais jamais vu. Un sourire tranchant, dépourvu de toute chaleur. Ah oui, c'est vrai. Le père biologique. Les mots sont sortis de sa bouche comme des coups de poignard. Père biologique. Comme si 27 années de présence, de sacrifice, d'amour inconditionnel pouvaient être réduites à un terme scientifique, froid, distanciant. J'ai écrit une lettre pour toi, j'ai dit, en essayant de garder mon calme. Et j'ai un cadeau. Tes cadeaux ne m'intéressent pas, a-t-elle répondu sans même regarder le paquet. Et tes lettres encore moins. J'ai senti le poids des regards des autres invités.
Le salon, si plein de rires et de conversations quelques minutes auparavant, semblait s'être tu autour de nous. Ou peut-être était-ce seulement le sang qui pulsait dans mes oreilles. Camille, je sais que tu es nerveuse pour demain, mais... Nerveuse, m'a-t-elle interrompu, en élevant la voix. Je ne suis pas nerveuse, Pierre. Je suis agacée. Pierre. Papa. Pierre. Mon prénom prononcé comme on prononce le nom d'un inconnu. À ce moment-là, Philippe Moreau s'est approché, le nouveau mari de Sylvie. 58 ans, avocat, cheveux gris parfaitement coiffés, costume sur mesure qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 4 mois. Il s'est positionné à côté de Camille avec un geste protecteur qui m'a fait bouillir le sang. Il y a un problème, a-t-il demandé, avec ce ton paternaliste qu'il utilise toujours avec moi. Aucun problème, Philippe, j'ai répondu, en essayant de rester poli. Je parlais juste avec ma fille. Camille a fait un petit rire amer. Ta fille? Je suis la fille de papa Philippe. Toi, tu es juste l'ex-mari de maman. L'ex-mari de maman. Comme si les 27 années où je l'avais élevé, nourri, éduqué, aimé, avaient été effacées par un simple jugement de divorce. Comme si le fait que sa mère ait trouvé quelqu'un avec plus d'argent annulait automatiquement mon rôle de père. Camille, écoute-moi. Mais je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Sa main est partie rapidement et sûrement, frappant ma joue gauche avec une force que je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse avoir. Le bruit de la gifle a résonné dans le salon comme un coup de pistolet. La brûlure sur la peau n'était rien comparée au feu qui s'est allumé en moi. Tu n'es personne pour moi, a-t-elle dit, avec des yeux qui brillaient d'une colère qui me semblait complètement disproportionnée. Tu es juste l'ex-mari de maman. Celui-là, a-t-elle ajouté en montrant Philippe, c'est mon vrai père. Celui qui m'a vraiment élevé, celui qui m'a donné une vraie famille. Le silence dans le salon était devenu surréel. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans l'entrée, le bruissement du vent dans les arbres du jardin, le battement de mon cœur qui semblait vouloir sortir de ma poitrine. Les invités nous regardaient avec ce regard mélangé de curiosité et de gêne qu'on réserve aux accidents de voiture. Philippe a posé une main sur l'épaule de Camille, dans un geste qui se voulait consolateur mais qui m'a semblé être de la possession. « Il vaut peut-être mieux que tu partes, Pierre, a-t-il dit avec son ton toujours contrôlé. Demain est un jour important pour Camille, nous ne voudrions pas que... Nous ne voudrions pas quoi, j'ai demandé, sentant la colère qui montait de mon ventre. Nous ne voudrions pas que tu gâches aussi ce moment, a complété Camille, avec une froideur qui m'a donné des frissons. Aussi ce moment. Comme si j'avais gâché tous les autres. Comme si ma présence était une tâche, un dérangement, un élément perturbateur dans ce qui devait être sa vie parfaite. J'ai regardé le paquet cadeau que je tenais encore à la main, puis la lettre. Cette page de souvenirs, d'amour, d'espoir. J'ai pensé aux nuits blanches quand elle avait de la fièvre, au spectacle de l'école où j'étais le seul parent présent, aux fois où je l'avais défendue quand Sylvie la grondait trop durement. J'ai pensé aux sacrifices, aux renoncements, aux choix difficiles que j'avais faits pour elle. D'accord, j'ai dit, avec un calme qui m'a surpris moi-même. Je pars. J'ai posé le cadeau sur une table proche et j'ai plié la lettre, la glissant dans la poche intérieure de ma veste. En me dirigeant vers la sortie, j'ai entendu Camille dire à ses amis, « Excusez-moi pour cette scène. » Certaines personnes ne savent pas reconnaître quand il est temps de quitter la scène. Je suis arrivé à la voiture avec des jambes qui tremblaient. Je me suis assis au volant et j'ai attendu que le tremblement passe. J'ai regardé le château de Vincennes dans le rétroviseur, les lumières chaudes, la musique qui reprenait, la vie qui continuait comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais jamais existé. Pendant le trajet de retour à Paris, le long de l'avenue de Paris, j'ai repensé aux 10 dernières années. Après le divorce, quand Sylvie avait rencontré Philippe, les choses avaient changé graduellement. Au début, Camille continuait à venir chez moi les week-ends, me racontait l'école, ses amis, ses rêves. Puis, peu à peu, les visites s'étaient espacées. D'abord une fois par mois, puis tous les 2 mois, puis seulement pour l'anniversaire et Noël. Philippe avait fait tout ce que je n'avais jamais pu faire, il avait emmené Camille aux Seychelles, lui avait acheté une voiture quand elle avait eu 18 ans, l'avait inscrite dans une université privée,
lui avait trouvé un stage dans le cabinet d'un ami. Tout ce qui demandait de l'argent, il le faisait sans sourciller. Et moi, avec mon garage qui rapportait juste le nécessaire pour survivre, je regardais de loin ma fille s'habituer à un train de vie que je n'aurais jamais pu lui offrir. Mais il y avait quelque chose que Philippe ne savait pas. Quelque chose que même Sylvie ne savait pas complètement. Dans les documents du divorce, j'avais accepté de renoncer à l'appartement, à la plupart des biens, même à la pension alimentaire pour Camille, qui était déjà majeure, mais j'avais gardé certaines choses. Des petites choses. Apparemment insignifiantes. Le terrain à Meaux où Philippe et Camille construisaient leur maison, par exemple, était enregistré à mon nom. Je l'avais acheté il y a 15 ans, quand les prix étaient encore bas, comme investissement pour l'avenir de Camille. Dans le contrat de vente que nous avions fait avec Philippe, il y avait une clause particulière. Si le terrain était utilisé à des fins autres que celles convenues, il retournerait automatiquement à moi. Le financement pour l'activité d'organisatrice de mariage que Camille avait lancée l'année dernière était garanti par mon garage. Philippe avait signé comme garant principal, mais j'étais le garant secondaire, celui qui devait intervenir en cas d'insolvabilité. La voiture que Camille conduisait, une Audi A3 blanche, était techniquement en location longue durée. Le contrat était à mon nom, et je payais mensuellement 680 € de loyer, plus assurance et entretien. Au fil des années, au lieu de lutter ouvertement pour l'affection de ma fille, j'avais choisi une stratégie différente. J'avais continué à prendre soin d'elle à distance, à travers des documents, des contrats, des garanties. Je pensais qu'un jour elle comprendrait, qu'elle verrait au-delà de l'argent de Philippe et reconnaîtrait l'amour silencieux mais constant que je n'avais jamais cessé de lui donner. Je me trompais. Le lendemain matin, le jour du mariage, je me suis levé avec un plan. Ce n'était pas un plan de vengeance, du moins pas au sens traditionnel. C'était un plan de clarification. Il était en de montrer à Camille, à Sylvie, à Philippe et à tous les autres, qui avaient vraiment soutenu la vie dorée qu'ils menaient. J'ai commencé en passant un coup de fil à la banque. Michel Lenoir, le directeur de l'agence du Crédit Agricole Boulevard Voltaire, était un vieil ami de l'époque de l'école. « Pierre, comment ça va » m'a-t-il dit avec son ton cordial habituel. « Bien, Michel. Écoute, il faut que je fasse quelque chose de difficile. Tu te souviens du financement de ma fille pour son activité? Bien sûr, celui garanti par ton garage. Il y a un problème. Disons que je veux revoir les conditions. Est-il possible de demander le remboursement immédiat du prêt? Il y a eu un moment de silence. Pierre, tu es sûr? C'est une somme importante, 42 000 €. Et ta fille vient juste de commencer l'activité. Je suis absolument sûr. Et je veux aussi interrompre le contrat de location de l'Audi. Dès lundi. Mais c'est le jour de son mariage aujourd'hui. Justement. Après avoir raccroché avec la banque, j'ai appelé mon comptable, maître François Bertrand. Lui aussi un vieil ami, une de ces personnes à qui on peut faire confiance aveuglément. François, tu te souviens de la clause sur le terrain de Meaux? Celui où ta fille et son mari construisent? Bien sûr, c'est moi qui l'ai rédigé. Pourquoi? Active-la. Pierre, tu es devenu fou? Ils sont en train de construire leur maison dessus. Les travaux sont presque finis. Je sais parfaitement. Je veux que tu envoies la communication officielle lundi matin. Violation des clauses d'usage du terrain. Mais quelle violation? Ils construisent une maison unifamiliale, c'est exactement ce qui était prévu. Relis bien le contrat, François. Une maison unifamiliale pour usage exclusif de l'acquéreur. Mais Philippe Moreau n'est pas l'acquéreur. L'acquéreur est ma fille, Camille Dubois. Et Camille Dubois n'est pas encore mariée, donc techniquement elle permet à un tiers, son fiancé, d'utiliser un bien qui lui appartient à des fins non prévues dans le contrat. François est resté silencieux pendant un long moment. C'est un forcing juridique, Pierre. Mais c'est légal? Oui, techniquement. Alors fais-le. Et pour l'appartement où ils vivent maintenant? Celui du 16e. Ici j'ai souri, même si c'était un sourire amer. C'est encore plus simple.
Le contrat de location est au nom de Sylvie Dubois, mon ex-femme. Mais la garantie bancaire qui sert pour les loyers de cette gamme est à mon nom. Si je révoque la garantie, ils ont 30 jours pour trouver un substitut ou quitter l'appartement. Pierre, tu es en train de détruire la vie de ta fille. Non, François. J'arrête simplement de la financer. L'après-midi du mariage, je l'ai passé dans mon appartement, assis à la fenêtre qui donne sur République. Je regardais les touristes qui se promenaient dans les rues, les familles qui sortaient des restaurants, la vie normale qui continuait son cours. J'ai pensé à Camille qui à ce moment-là prononçait ses vœux de mariage, entourée de 200 invités, vêtue d'une robe de mariée qui coûtait plus que ce que je gagnais en 6 mois. Vers 20 heures, j'ai reçu un message sur WhatsApp. C'était de Sylvie. Pierre, je sais qu'aujourd'hui a été difficile pour toi. Peut-être qu'un jour Camille comprendra. Je t'envoie une photo de la cérémonie. La photo montrait Camille et Philippe à l'autel de la Sainte-Chapelle. Elle souriait, était radieuse, semblait heureuse. Lui la regardait avec fierté. Derrière eux, au premier rang, il y avait Sylvie qui pleurait de joie. C'était une belle photo, une photo parfaite. Une photo dont j'étais complètement absent. J'ai répondu à Sylvie, merci pour l'attention. J'espère que vous avez passé une belle journée. On se parle bientôt. Puis j'ai éteint le téléphone. Lundi matin à 9 heures précises, j'ai reçu le premier appel. C'était Camille, et à sa voix on entendait qu'elle avait pleuré. Papa, a-t-elle dit, et pour la première fois depuis des années elle a utilisé ce mot. Qu'est-ce qui se passe? La banque dit que je dois rembourser 42 000 € dans les 60 jours. Ils ont repris la voiture du parking de l'immeuble, et l'avocat de Philippe dit qu'il y a des problèmes avec le terrain. Bonjour Camille, j'ai répondu calmement. Comment s'est passé le mariage? Ne fais pas l'esprit. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je ne l'avais jamais entendu jurer auparavant. Philippe lui enseignait déjà ses bonnes manières. Il se passe que j'ai décidé de simplifier ma vie, j'ai dit. Tu sais, après ce qui s'est passé samedi soir, j'ai beaucoup réfléchi. Tu as raison, je ne suis que l'ex-mari de ta mère. Et en tant que tel, je n'ai aucune obligation envers toi. Mais papa. Pierre, je l'ai corrigé. Samedi soir tu m'as dit clairement que pour toi je suis Pierre, pas papa. Et Pierre est une personne qui a décidé de s'occuper de ses propres intérêts. Il y a eu un long silence. Puis Camille a recommencé à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut en parler. En parler? Samedi soir j'ai essayé de parler avec toi. Tu m'as donné une gifle devant 200 personnes et tu m'as dit que je n'étais personne pour toi. Il ne me semble pas que tu sois très intéressé à parler. Mais moi. J'étais nerveuse, c'était la veille du mariage, il y avait tellement de pression. La pression d'avoir un père qui t'aimait. Ne dis pas ça, papa. S'il te plaît. Papa. Encore papa. Comme c'est étrange comme les mots changent de sens quand on a besoin d'argent. Camille, pendant 27 ans j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. J'ai travaillé 16 heures par jour pour entretenir la famille, j'ai accepté un divorce qui m'a laissé sans rien pour ne pas te faire souffrir, j'ai continué à te soutenir financièrement même après que tu aies décidé que Philippe était ton vrai père. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Du mépris. De l'ingratitude. De la violence. C'était juste une gifle, papa. Juste une gifle. Camille, cette gifle tu me l'as donnée devant les personnes qui comptent pour toi, pour m'humilier publiquement. Ce n'était pas un geste de colère, c'était un geste d'effacement. Tu voulais montrer à tout le monde que je ne comptais rien pour toi. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Et tu sais quoi? Tu as obtenu ce que tu voulais. À partir d'aujourd'hui, je ne compte vraiment rien pour toi. Tu es libre de vivre ta vie avec Philippe comme père, comme tu l'as toujours voulu. Mais papa, j'ai des dettes maintenant, l'activité, la maison. Et alors? Demande de l'aide à Philippe. Demande de l'aide à ton vrai père. J'ai entendu que de l'autre côté du téléphone il y avait beaucoup de mouvements, des voix qui se superposaient. Puis la voix de Philippe est arrivée. Pierre, c'est Philippe.
Il faut qu'on parle. Ce que tu fais est ridicule. Ridicule dans quel sens? Tu utilises l'argent pour faire chanter ta fille. Je ne fais chanter personne. J'arrête simplement de financer des personnes qui m'ont fait comprendre clairement qu'elles ne me voulaient pas dans leur vie. Pierre, tu es le père de Camille, tu ne peux pas te comporter ainsi. Samedi soir, ta femme m'a expliqué très clairement que je ne suis le père de personne. Je suis juste l'ex-mari de Sylvie. Et un ex-mari n'a pas d'obligation envers les enfants de son ex-femme et de son mari actuel. Tu fais une vengeance de merde. Non, Philippe. J'accepte simplement la situation pour ce qu'elle est. Tu es le mari de Sylvie, tu es le père de Camille, tu es celui qui l'entretient. Je suis hors jeu. Et si je suis hors jeu, je ne paie plus pour jouer. Mais elle est ta fille de sang. Ah, maintenant elle est ma fille de sang? Samedi soir, elle était la tienne. Décidez-vous. J'ai raccroché. Dans l'après-midi, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Sylvie, accompagnée de Camille. Je les ai vus arriver par l'interphone, Sylvie avec le tailleur beige qu'elle utilisait toujours pour les occasions importantes, Camille en jean et t-shirt, les yeux rouges de pleurs. « Je peux monter, Pierre » a demandé Sylvie à travers l'interphone. « Ça dépend. Tu viens comme ex-femme qui a quelque chose à dire à son ex-mari, ou tu viens comme mère d'une fille qui a besoin d'aide? » Je viens comme Sylvie. Celle qui t'a connu pendant 15 ans et sait que tu n'es pas méchant. Je leur ai ouvert. Elles sont montées au 4e étage en silence. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, j'ai tout de suite vu que Camille avait beaucoup pleuré. Elle avait le visage gonflé et les yeux qu'elle n'arrivait pas à garder ouverts. Entrez, j'ai dit, en les faisant s'installer dans le petit salon. Sylvie s'est assise sur le canapé, Camille est restée debout près de la fenêtre, regardant dehors sans rien dire. Pierre, a commencé Sylvie, je sais que Camille s'est mal comportée samedi. Mais tu ne peux pas lui détruire la vie pour ça. Je ne lui détruis pas la vie. Je lui rends simplement son indépendance. N'est-ce pas ce qu'elle voulait? Tu sais très bien qu'elle ne peut pas s'en sortir sans ton aide. Alors elle aurait peut-être dû y penser avant de me dire que je n'étais personne pour elle. Camille s'est retournée brusquement. Papa, je sais que j'ai fait une erreur. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu es désolé parce que tu as découvert que tu avais besoin de moi, ou tu es désolé parce que tu as compris que tu avais blessé une personne qui t'aimait. Les deux, a-t-elle murmuré. Je ne te crois pas. Pourquoi? Parce que si tu étais vraiment désolé de m'avoir blessé, tu serais venu ici dimanche pour t'excuser. Au lieu de ça, tu es venu aujourd'hui, après avoir découvert les problèmes avec la banque et le terrain. Ton regret est instrumental, Camille. Tu regrettes les conséquences, pas les causes. Sylvie est intervenue, Pierre, elle n'a que 27 ans. Les jeunes font des erreurs, c'est normal. Sylvie, quand j'avais 27 ans, je travaillais 14 heures par jour pour t'entretenir toi et elle. À 27 ans, on sait très bien la différence entre le bien et le mal. Mais tu es son père. Son père selon qui? Selon elle, non. Selon Philippe, non. Selon toi. Eh bien, selon toi probablement oui, quand il faut quelqu'un qui paie les factures. Le silence qui est tombé dans le petit salon était lourd comme une dalle de marbre. Camille a recommencé à pleurer, cette fois doucement. « Qu'est-ce que tu veux » a finalement demandé Sylvie. « Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu reviennes sur tes pas? Vous n'avez rien à faire. Je ne veux rien. Je veux seulement que vous acceptiez la situation pour ce qu'elle est, je ne suis plus le père de Camille. Philippe l'est. Et donc Philippe prend toutes les responsabilités qui en découlent. Mais Philippe ne peut pas. Philippe ne peut pas quoi? Il n'a pas d'argent? Il n'a pas la possibilité de trouver 42 000 euros? Il ne peut pas se permettre d'entretenir une femme? Ce n'est pas seulement une question d'argent, Pierre. Ah non? Et c'est une question de quoi? Sylvie a regardé Camille, puis a baissé la voix. C'est une question du fait que Philippe traverse une période difficile. Son cabinet ne marche pas aussi bien qu'il en a l'air, il a mal investi dans certaines opérations,
Et donc? Et donc il ne peut probablement pas supporter toutes ces dépenses. J'ai souri. Un sourire amer, mais un sourire quand même. Parfait. Alors quand Camille a choisi le père le plus riche, elle a fait une mauvaise évaluation. Papa, ne dis pas ça, est intervenue Camille. Je n'ai pas choisi Philippe parce qu'il a plus d'argent. Ah non? Et pourquoi alors? Parce qu'il était toujours là. Parce qu'il m'emmenait dans de beaux endroits, parce qu'il me faisait me sentir importante, parce qu'il te donnait tout ce que tu voulais sans jamais te dire non. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça, Camille. Philippe ne t'a jamais éduqué, ne t'a jamais grondé, ne t'a jamais dit que tu te trompais. Il t'a seulement gâté. Et tu as confondu le gâtage avec l'amour. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as toujours fait me sentir coupable de tout. Je t'ai élevé. Je t'ai enseigné la valeur des choses, je t'ai expliqué que dans la vie il faut s'efforcer pour obtenir ce qu'on veut, je t'ai donné des responsabilités, Tu m'as stressé. Je t'ai aimé. Le cri qui est sorti de moi a rempli tout l'appartement. Camille a sursauté, Sylvie s'est levée du canapé. Je t'ai aimé dès le premier jour où tu es né, j'ai continué avec la voix brisée. Je t'ai aimé quand tu avais de la fièvre et que je restais éveillé toute la nuit pour te surveiller. Je t'ai aimé quand tu as eu ta première mauvaise note à l'école et qu'on a passé l'après-midi à refaire les devoirs ensemble. Je t'ai aimé quand tu as eu ton premier petit copain et que tu m'as demandé conseil sur comment te comporter. Je t'ai aimé quand tu t'es disputé avec ta mère et que tu es venu pleurer chez moi. Je t'ai aimé quand tu m'as dit que tu voulais ouvrir l'activité d'organisatrice de mariage et que j'ai mis mon garage en garantie pour le prêt. Je t'ai aimé chaque jour pendant 27 ans, même quand tu as arrêté de m'aimer. Camille pleurait à chaudes larmes. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, papa. Samedi soir tu m'as dit que j'étais juste l'ex-mari de ta mère. J'étais en colère. En colère de quoi? Qu'est-ce que j'avais fait de si terrible pour mériter toute cette colère? Tu me faisais toujours me sentir dans l'erreur. Philippe au contraire me faisait me sentir parfaite. Et lequel de nous deux t'aimait vraiment? Camille n'a pas répondu. Camille, je te montrais tes erreurs parce que je voulais que tu deviennes une meilleure personne. Philippe te dit toujours que tu es parfaite parce qu'il s'en fiche de comment tu deviens. Lui, il veut seulement que tu sois heureuse et reconnaissante. Mon amour était exigeant, le sien est commode. Mais j'avais besoin de me sentir aimé comme j'étais. Et je t'aimais comme tu étais. Mais je t'aimais assez pour vouloir te voir grandir, t'améliorer, devenir une femme forte et indépendante. Philippe t'aime assez pour te laisser rester une enfant pour toujours. Sylvie s'est rassise. Pierre, peut-être. Peut-être qu'on a tous fait des erreurs. Peut-être. D'accord, on a fait des erreurs. Moi j'ai fait l'erreur de ne pas te défendre quand Philippe a commencé à prendre ta place. Toi tu as fait l'erreur d'être si dur avec elle. Et elle a fait l'erreur de te traiter comme ça samedi soir. Et maintenant? Maintenant on doit trouver une solution. La solution vous l'avez déjà trouvée il y a 10 ans. Philippe est le père, je suis hors jeu, continuez sur cette voie. Camille s'est approchée et s'est mise à genoux devant mon fauteuil, quelque chose qu'elle ne faisait plus depuis qu'elle était enfant. Papa, s'il te plaît. Aide-moi encore une fois. Je promets que les choses vont changer. Comment vont-elles changer? Je viendrai te voir plus souvent. On parlera comme avant. Tu redeviendras important pour moi. Camille, ce que tu m'offres ce n'est pas de l'amour. C'est un contrat commercial. Tu me donnes un peu de ton attention, je te donne l'argent. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Alors dis-moi comment ça fonctionne, a-t-elle crié, exaspérée. Le vrai amour n'a pas besoin de crise pour se manifester. Le vrai amour ne se souvient pas d'exister seulement quand on a besoin d'argent. Le vrai amour ne donne pas de gifles aux personnes qu'il aime. Mais j'étais confuse, j'étais sous pression. Camille, quand une personne t'aime vraiment, même sous pression, même confuse, même en colère, elle ne te fait pas mal volontairement. Toi samedi soir tu m'as fait mal volontairement.
Devant tout le monde. Tu m'as humilié, tu m'as effacé, tu m'as renié. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. J'ai vu que mes paroles la frappaient comme des coups de poing, mais je devais les dire. J'avais gardé ces pensées en moi pendant 10 ans. Et tu sais ce qui me fait le plus mal, j'ai continué. C'est que tu ne t'es même pas rendu compte de ce que tu faisais. Pour toi c'était naturel de me traiter comme ça. Instinctif. Comme si c'était évident que je méritais cette gifle. Papa. Non, Camille. Assez papa. Ce mot a un sens. Un père c'est quelqu'un qu'on respecte, qu'on aime, qu'on considère. Quelqu'un dont on s'occupe quand il vieillit, quelqu'un dont on est fier. Tu ne ressens rien de tout ça pour moi. Alors arrête de m'appeler papa. Mais tu es mon père. Biologiquement oui. Émotionnellement non. Émotionnellement ton père c'est Philippe. Et c'est bien comme ça. Accepte-le et va de l'avant. Sylvie s'est relevée. Pierre, ça suffit. Tu exagères. Tu ne peux pas effacer 27 ans pour une gifle. Je n'efface rien, Sylvie. Je reconnais seulement une réalité qui existe depuis des années. Camille m'a toléré par politesse, mais elle ne m'a jamais vraiment aimé. Samedi soir, elle a juste eu le courage de le dire en public. Ce n'est pas vrai, a crié Camille. Je t'aime. Prouve-le-moi. Comment? Renonce à l'argent de Philippe. Viens vivre dans l'appartement au-dessus de mon garage. Reconstruis ta vie avec tes propres forces, sans l'aide de personne. Si tu m'aimes vraiment, si tu respectes vraiment ce que je t'ai enseigné, montre que tu as appris à être indépendante. Camille est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai vu qu'elle réfléchissait, qu'elle évaluait, qu'elle faisait des comptes. Et dans ces comptes, évidemment, il y avait plus de place pour le confort que pour l'amour. Je ne peux pas. J'ai des dettes, j'ai des engagements. Justement. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Ça veut dire exactement ça, Camille. Ça veut dire que tu aimes le confort plus que moi. Et c'est bien, c'est un choix légitime. Mais alors ne viens pas ici me dire que tu m'aimes quand ce que tu aimes vraiment c'est mon argent. Sylvie est de nouveau intervenue. Pierre, tu demandes trop. C'est normal qu'à 27 ans une fille ne veuille pas renoncer à son train de vie. C'est normal, oui. Mais alors c'est normal aussi qu'un homme de 63 ans ne veuille plus financer le train de vie d'une personne qui le méprise. Camille ne te méprise pas. Samedi soir elle m'a craché tout son mépris au visage. Littéralement. C'était un moment de stress. Sylvie, dans les moments de stress la vérité sort. Les gens enlèvent leur masque et montrent ce qu'ils ressentent vraiment. Camille samedi soir a montré ce qu'elle ressent vraiment pour moi. J'ai regardé la montre. Il était presque 6 heures de l'après-midi. Écoutez, ça a été une journée longue pour tout le monde. Je vous demande de partir. Pierre. Non, Sylvie. Ça suffit. J'ai pris ma décision. Camille est libre de vivre sa vie avec Philippe comme père, et moi je suis libre de vivre ma vie sans le poids d'entretenir des personnes qui me haïssent. Je ne te hais pas, a crié Camille. Peut-être pas. Mais tu ne m'aimes pas non plus. Et je suis trop vieux pour me contenter des miettes. Je les ai accompagnés à la porte. Avant de sortir, Camille s'est retournée vers moi une dernière fois. Papa, repense Y. S'il te plaît. Mon nom c'est Pierre, j'ai répondu, et j'ai fermé la porte. Dans les jours suivants, j'ai reçu des dizaines d'appels. Camille, Sylvie, Philippe, même quelques parents de Sylvie que je n'avais pas entendus depuis des années et qui s'étaient soudain souvenus de mon existence. Tous essayaient de me convaincre de revenir sur mes pas, tous avaient une stratégie différente. Philippe a essayé avec les menaces, « Je te fais un procès pour abandon d'enfant. » Enfant, je lui ai répondu. Elle a 27 ans et vient de se marier. Et d'ailleurs, comment tu peux me dénoncer pour abandon d'une personne qui selon toi n'est même pas ma fille? Sylvie a essayé avec le chantage émotionnel, pense à quand Camille aura des enfants. Tu ne veux pas être grand-père? Je serai grand-père quand elle décidera que je suis digne d'être appelé père.
Pas avant. Les parents ont essayé avec la morale, mais on fait comme ça dans une famille. Un père n'abandonne jamais ses enfants. Vous avez raison, j'ai répondu. Mais un père ne se fait pas non plus gifler et humilier publiquement par ses enfants. Apparemment les règles ont changé. Camille a essayé avec tout, elle a pleuré, elle a supplié, elle a promis, elle a menacé de se faire du mal, elle a dit que c'était tout de sa faute, elle a dit que c'était tout de ma faute, elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi, elle a dit qu'elle apprendrait à vivre sans moi. Mais dans tous ces appels, dans toutes ces promesses, dans toutes ces larmes, je n'ai jamais entendu une chose. Je n'ai jamais entendu Camille dire, « Papa, ce que j'ai fait samedi soir était mal. Je n'avais pas le droit de te traiter comme ça. Je n'avais pas le droit de tenir le rôle de père. Je n'avais pas le droit de t'humilier devant tout le monde. Je suis désolé et je ferai n'importe quoi pour réparer. » Ce que j'ai entendu à la place c'était, « Papa, aide-moi parce que j'ai besoin de toi. » C'est très différent. Après 3 semaines, les appels se sont espacés. Après 1 mois, ils ont complètement cessé. Apparemment, ils avaient trouvé d'autres solutions, d'autres financeurs, d'autres garanties. Un jour de fin août, je travaillais dans le garage quand j'ai vu une voiture familière se garer devant le portail. C'était la BMW noire de Philippe, celle aux vitres teintées. Il est descendu, habillé de son costume élégant habituel, mais je l'ai vu plus maigre, plus fatigué, avec quelques rides de plus autour des yeux. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé depuis le portail. « C'est un garage, pas une villa. Si tu veux réparer la voiture, entre. Je veux te parler. » « De quoi? » « De Camille. » Camille ne me regarde plus. « C'est ta fille, tu te souviens. » Philippe est entré et a regardé autour de lui. Mon garage n'est pas grand-chose, 2 ponts, quelques outils, odeur d'huile et de métal, posters fanés de voitures anciennes au mur. Rien de luxueux, mais c'est chez moi. Pierre, la situation a dégénéré. Dans quel sens? Camille a fermé l'activité. Elle n'a pas réussi à rembourser le prêt, et sans la garantie de ton garage, aucune autre banque ne lui a donné de crédit. Je suis désolé pour elle. Et on a dû vendre l'appartement du 16e. Le propriétaire a demandé une garantie plus élevée après que tu aies retiré la tienne, et je n'ai pas réussi à la trouver. Où vous vivez maintenant? Dans un appartement à Belleville. Petit, 3e étage sans ascenseur, pas de garage. Belleville, c'est un quartier honnête. Des gens qui travaillent. Philippe m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pierre, tu as gagné. Tu es content. Je n'ai rien gagné, Philippe. J'ai juste arrêté de perdre. Camille va mal. Elle ne sort plus de la maison, ne parle avec personne, pleure toujours. Je suis désolé. Tu es vraiment désolé. J'ai arrêté de travailler sur la voiture et je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, Philippe. Je suis vraiment désolé. Parce que malgré tout, j'aime encore ma fille. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire lui permettre de te piétiner. Elle a compris qu'elle avait fait une erreur. Quand est-ce qu'elle l'a compris? Après que j'ai retiré l'argent ou avant? Philippe n'a pas répondu. Tu vois, Philippe, c'est ça le problème. Camille a compris qu'elle avait fait une erreur seulement quand elle a vu les conséquences pratiques de son erreur. Ce n'est pas du repentir, c'est du pragmatisme. Mais maintenant ça pourrait être différent. Ça pourrait. Mais je ne parie plus dessus. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour regagner ta confiance? Elle devrait prouver qu'elle est devenue une personne différente. Elle devrait apprendre à vivre avec ses propres moyens, elle devrait apprendre la valeur de l'argent, elle devrait apprendre le respect. Elle devrait grandir. Et combien de temps tu lui donnes? Tout le temps qu'elle veut. Mais sans mon aide financière. Philippe est resté silencieux pendant quelques minutes, regardant le sol du garage. Puis il a sorti une feuille de la poche de sa veste. Camille m'a donné ça pour toi. C'était une lettre, écrite à la main avec une écriture que je connaissais bien. La même écriture des dessins qu'elle me faisait quand elle était enfant. Je ne la lirai pas, j'ai dit. Pourquoi? Parce que les lettres on les écrit quand on veut communiquer avec quelqu'un.
Camille ne veut pas communiquer avec moi, elle veut me convaincre. C'est différent. Comment tu peux le savoir si tu ne la lis pas? Parce que si elle voulait vraiment communiquer avec moi, elle serait venue ici en personne. Les lettres c'est pour les lâches et pour les excuses qu'on n'a pas le courage de dire en regardant l'autre personne dans les yeux. Philippe a remis la lettre dans sa poche. Pierre, Camille n'a que 27 ans. Les jeunes font des erreurs. Philippe, quand j'avais 27 ans j'avais déjà une femme, une fille, un garage et un crédit immobilier à payer. Ce n'était pas la jeunesse qui me faisait faire des erreurs, c'était l'immaturité. Et l'immaturité n'est pas une excuse à 27 ans. Mais tu es son père. Non, Philippe. Tu es son père. Moi j'ai été promu grand-père honoraire il y a 10 ans, tu te souviens? Et samedi soir j'ai été rétrogradé à ex-mari de la mère. Si tu lui donnais une chance. Philippe, je lui ai donné des chances pendant 27 ans. Je lui ai donné une chance quand à 16 ans elle a volé 50 € dans mon portefeuille et a menti. Je lui ai donné une chance quand à 18 ans elle a pris la voiture sans permission et a eu un accident. Je lui ai donné une chance quand à 20 ans elle s'est disputée avec toi et Sylvie et est venue chez moi en exigeant que je lui trouve un appartement à elle. Je lui ai donné une chance quand à 22 ans elle s'est fiancée avec ce délinquant qui vendait du hashish et j'ai dû payer un avocat pour la sortir des ennuis. Je lui ai donné une chance quand elle a ouvert l'activité sans business plan et j'ai mis mon garage en garantie. Je lui ai donné des chances pendant 27 ans, Philippe. Samedi soir elle a décidé de toutes les jeter à la poubelle. Philippe semblait avoir vieilli de 10 ans. Et maintenant? Maintenant elle apprend. Elle apprend que les actions ont des conséquences. Elle apprend que les personnes qui t'aiment ne sont pas des distributeurs de billets. Elle apprend que le respect se gagne, ne se revendique pas. Elle apprend de dire « je suis désolé » après avoir fait des dégâts n'efface pas les dégâts. Et si elle n'apprend pas? Alors elle continuera à vivre la vie qu'elle a choisie. Avec toi comme père, avec vos moyens, avec vos possibilités. Sans moi. Philippe est resté encore quelques minutes, puis il est allé vers la porte. Avant de sortir il s'est retourné une dernière fois. Pierre, tu sais que moi aussi j'ai fait des erreurs, non? Dans quel sens? J'ai pensé qu'il suffisait de donner de l'argent à Camille pour lui faire t'oublier. J'ai pensé que l'amour pouvait s'acheter. Je me trompais. Oui, tu te trompais. Et maintenant elle n'aime vraiment aucun de nous deux. J'ai arrêté de travailler et je l'ai regardé. Pour la première fois en 10 ans, Philippe me semblait humain. Philippe, Camille s'aime elle-même. Seulement elle-même. Et c'est bien, à 27 ans c'est normal d'être égocentrique. Mais je suis trop vieux pour être l'accessoire de l'égocentrisme de quelqu'un d'autre. Même du tien. Même du mien. Philippe est sorti, et c'était la dernière fois que je l'ai vu. Dans les mois suivants, j'ai su, à travers des connaissances communes, que Camille avait trouvé un travail comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Rien d'extraordinaire, 1400 € par mois, horaire lourd, patron antipathique. Philippe avait vendu la BMW et acheté une Citroën C3 d'occasion. Ils avaient renoncé aux vacances aux Seychelles et s'étaient contentés de 3 jours à Deauville. La vie normale, en somme. Celle que vivent des millions de personnes chaque jour sans la considérer comme une tragédie. Moi, entre-temps, j'avais mis ma vie en ordre. J'avais vendu le terrain de Meaux à une famille de Seine-et-Marne qui voulait y construire une petite maison pour leurs enfants. Avec cet argent, j'avais rénové le garage, acheté de nouvelles machines, embauché un garçon de 22 ans, Julien, qui me rappelait moi-même à son âge, volontaire, curieux, plein de rêves. J'avais aussi recommencé à fréquenter Claire, une femme de 58 ans qui gérait la boulangerie en face du garage. Veuve, sans enfant, avec le sourire de quelqu'un qui a appris que le bonheur n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose que tu construis jour après jour. Un après-midi de décembre, alors que je fermais le garage, j'ai vu une silhouette familière qui marchait lentement le long du trottoir. C'était Camille, avec un manteau sombre que je ne lui avais jamais vu, les cheveux attachés de façon simple, sans maquillage. Elle semblait plus maigre, plus adulte, plus vraie. Elle s'est arrêtée devant le portail et m'a regardé à travers les barreaux.
Elle n'a rien dit pendant quelques minutes, nous sommes restés là, à nous regarder en silence. Salut, papa, a-t-elle dit finalement, avec une voix que je n'entendais plus depuis des mois. Salut, Camille. Je peux entrer. C'est un garage, pas une villa. Si tu veux réparer la voiture, entre. Elle a souri, un sourire timide mais sincère. Je n'ai plus de voiture. Je prends le métro. Comme tout le monde. Elle est entrée et est restée debout au milieu du garage, regardant autour d'elle comme si elle n'y était jamais venue. Il a changé, a-t-elle dit. J'ai fait quelques améliorations. Ça te va bien. Merci. On a parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté le travail, le nouvel appartement, les difficultés financières, comment elle avait appris à cuisiner parce qu'il ne pouvait plus se permettre de manger au restaurant. Elle m'a parlé de Philippe, qui avait perdu beaucoup de clients et avait dû réduire la taille du cabinet. Elle m'a parlé de sa mère, qui avait accepté à contre-cœur le nouveau train de vie mais qui s'était finalement adapté. Et puis, quand le soleil se couchait derrière les immeubles du 11e, elle m'a dit ce que j'attendais d'entendre depuis 8 mois. Papa, ce que j'ai fait au mariage était horrible. Je n'avais pas le droit de te traiter comme ça. Je n'avais pas le droit de tenir le rôle de père. Je n'avais pas le droit de t'humilier devant tout le monde. Je suis désolé, et je veux faire n'importe quoi pour réparer. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? La fatigue. La fatigue de vivre sans quelqu'un qui te soutient vraiment. J'ai compris la différence entre être entretenu et être aimé. Et Philippe? Philippe est un homme bien, mais tu avais raison. Lui, il m'a gâté, toi tu m'as élevé. Lui, il m'a donné tout ce que je voulais, toi tu m'as appris à vouloir les bonnes choses. Il est tard pour les regrets, Camille. Je sais. Mais il n'est jamais trop tard pour grandir. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec un sentiment que je n'éprouvais plus depuis des mois, l'espoir. Pas l'espoir que tout redevienne comme avant, c'était impossible. Mais l'espoir que Camille ait vraiment changé, qu'elle ait vraiment appris. Dans les mois suivants, on a recommencé à se voir. Lentement, sans hâte, sans promesse. Elle venait au garage 1 fois par semaine, m'aidait avec la comptabilité, me racontait sa nouvelle vie. Moi je lui donnais des conseils, je l'écoutais, je lui faisais sentir qu'elle avait encore un père. Je ne lui ai jamais rendu l'argent. Je n'ai jamais résolu ses problèmes. Je l'ai aidée de la seule façon qui compte vraiment, je lui ai fait comprendre qu'elle était encore ma fille, si elle le voulait. Et elle l'a voulu. 2 ans plus tard, Camille a ouvert une petite boutique de retouches dans le quartier où elle vit maintenant. Rien de luxueux, mais honnête, fait de vrai travail et de clients satisfaits. Philippe l'a aidé avec la partie bureaucratique, moi je lui ai prêté l'argent pour l'équipement. Un vrai prêt, avec contrat et mensualité. Elle n'a jamais raté une mensualité. Aujourd'hui, pendant que j'écris cette histoire, Camille a 29 ans, un travail qui lui plaît, un mariage qui fonctionne mieux qu'avant parce qu'il est construit sur des bases plus solides et une relation avec moi qui n'est plus celle d'avant, elle est meilleure. C'est la relation entre 2 adultes qui se respectent, s'aiment et ont appris que le vrai amour n'est pas celui qui te donne tout ce que tu veux, mais celui qui t'aide à devenir ce que tu devrais être. Je ne sais pas si cette histoire a une morale. Je sais seulement que parfois, pour sauver une relation, il faut avoir le courage de la perdre. Je sais que l'amour ne peut pas être à sens unique. Je sais qu'être parent signifie dire non quand c'est nécessaire, même si ça fait mal. Et je sais que les gens peuvent changer, mais seulement si on le leur permet, et seulement si on l'exige d'eux. Le stylo était encore le mien. Et à la fin, j'ai écrit la fin qu'on méritait tous les deux. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez reconnu quelque chose de vous ou de votre famille dans ces lignes, laissez un like et partagez vos expériences dans les commentaires. Chaque histoire de famille est unique, mais la douleur et l'amour d'un parent sont universels. Votre réaction m'importe autant que chaque sacrifice fait par amour.